Donc bonsoir, merci beaucoup d'être venu. On est là en fait pour clore une semaine de la fabrique des méduses de Boris Rau, l'artiste qui a activé sa sculpture, installation, la fabrique des méduses. Et donc on est là pour évoquer les odeurs comme matière pour l'art et la science. Ce soir, Clara Müller devait animer cette table ronde. Malheureusement, elle n'a pas pu. Donc, je vais prendre le double rôle de conférencière du Centre Pompidou et d'historienne de l'art olfactif, enfin plus particulièrement olfactif qu'est Clara Müller. Donc voilà, je vais essayer d'être au niveau de l'artiste Boris Rau et de Roland Salès, le neurobiologiste. Alors, en fait, la question de la place des odeurs, à la fois comme médium artistique, c'est-à-dire médium de création, mais aussi de médiation, mais aussi les odeurs comme sujet d'études scientifiques, donc va être au cœur de notre propos, puisque l'artiste Boris Rau travaille à partir, et avec les odeurs. Donc c'est l'occasion de revenir sur certains aspects plus scientifiques avec le neurobiologiste Roland Salès. Donc l'intérêt porté à l'olfaction par les sciences humaines s'aligne sur celui relativement récent des scientifiques. En fait, c'est seulement au XVIIe et au XVIIIe siècle que les médecins se sont penchés sur les dangers de contamination qu'on peut sentir par les odeurs. Et par la suite, au XIXe siècle, les chimistes ont commencé à produire des molécules odorantes synthétiques. Donc, on voit émerger cet intérêt pour les odeurs finalement assez tardivement. Et on s'est rendu compte que ça ne fait que quelques dizaines d'années que la neurobiologie se consacre réellement à comprendre les mécanismes de la perception des odeurs. C'est vraiment très tardivement, c'est en 1991 que les chercheurs Linda Buck et Richard Axel identifient la famille des gènes responsables de l'expression des récepteurs olfactifs chez les mammifères. Donc on voit vraiment un intérêt très tardif pour le domaine des odeurs. Donc c'est Roland Salès qui va pouvoir nous introduire au fonctionnement de l'odorat ce soir et donc il va se présenter. Merci. Merci Patricia, bonsoir. Donc j'ai apporté un accessoire qui, loin de me dissimuler, me révèle en fait. Il me révèle parce que, d'une part, je travaille effectivement sur le nez, et on le voit bien comme le nez au milieu de la figure. Je travaille donc sur l'odorat, comment les produits odorants qui circulent dans l'air sont captés dans notre nez et comment ce message est transformé en un message nerveux compréhensible par le cerveau. Et donc, il y a non seulement le nez, mais il y a le cerveau derrière. Et puis, dans ma carrière, je n'ai pas seulement travaillé sur les événements neurophysiologiques relatifs à l'odorat, mais je me suis intéressé à deux autres aspects liés à l'odorat. Vous avez peut-être, pour certains, reconnu ce masque. C'est un masque des médecins de la peste du XVIIe siècle. Eh bien, effectivement, là, ils se protégeaient des miasmes qui étaient censés être contaminants. Mais en fait, maintenant, on assiste à un regain d'intérêt pour le diagnostic olfactif des maladies. C'est-à-dire que toutes les maladies ont une signature olfactive. Et dans mon laboratoire, on a travaillé justement à fabriquer des dispositifs bioélectroniques capables de détecter dans l'haleine des malades les produits qui signent les maladies et à faire un diagnostic qui maintenant, dans les années 2017, à partir de 2017-2020, fonctionne très très bien avec des taux de réussite qui sont de l'ordre de 90% dans le diagnostic, simplement en analysant l'haleine des malades. Et puis, la troisième fonction de ce masque, finalement, c'est un peu le masque de la commedia dell'arte. C'est parce que je me suis intéressé en fin de carrière à l'art olfactif contemporain et en particulier au théâtre olfactif. Donc j'en dirai pas plus. S'il y a des questions, je répondrai. Mais vous voyez que ce masque, il raconte beaucoup de choses sur moi. Et donc, les 2 dernières décennies du XXe siècle marquent ce que l'anthropologue canadien David Oates nomme le sensory turn et les sensory studies. C'est-à-dire que, à l'instar des gender studies, il y a eu aussi cet intérêt pour l'étude des sens et du monde sensible. Et en fait,
à partir du moment où on commence à révéler ce questionnement-là, et ce questionnement-là, évidemment, s'étend à énormément de pratiques et de disciplines différentes. Donc, il y a les sciences humaines, l'histoire culturelle, l'anthropologie, puis ça passe à la sociologie, la philosophie, la sémiologie, la linguistique, la littérature, et bien sûr, on arrive à l'histoire de l'art, mais aussi la muséologie, qui va prendre une part importante dans la question de comment traiter les odeurs. Donc, l'odorat a longtemps été négligé, il occupe une place un peu plus importante maintenant, et dans cette histoire culturelle et d'histoire du sensible, eh bien, depuis la fin des années 90, l'histoire de l'art redécouvre les odeurs. Et c'est donc par ce biais-là qu'on va pouvoir questionner la pratique de Boris Rau. Et je vais donc laisser Boris Rau se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Boris Rau, artiste. Je me suis intéressé aux odeurs il y a plus d'une quinzaine d'années. Ça a commencé en 2002-2003. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait très très peu de personnes qui abordaient ce sujet. Et comme on l'a vu, il ouvre sur plein de questionnements. Et donc, j'ai trouvé que c'était un point d'entrée original, un peu casse-gueule justement au niveau de la façon de mettre en place un dispositif olfactif, mais qui remettait tout en cause et permettait de tout relire à travers la dimension olfactive. Alors en fait, le travail de Boris Rau s'inscrit aussi à l'intérieur d'une histoire. Si on remonte le fil historique de l'histoire de l'art, on se rend compte qu'il y a quand même eu des prémices pour cet intérêt pour le domaine des odeurs, notamment dès le début du XXe siècle, il y avait les futuristes qui ont voulu faire une peinture des sons, des bruits et des odeurs. Donc dès 1909, il pose la question d'introduire autre chose que du visuel dans ce qu'on appelle la peinture. Et par la suite, on va retrouver cet intérêt-là dans les performances des années 50 et 60, notamment avec le mouvement Fluxus, mais aussi plus directement chez les actionnistes viennois. Donc depuis 20 ans, il y a comme ça et depuis 20 ans, il y a tout ce renouveau d'intérêt. Alors en fait, l'art olfactif a été défini par une historienne de l'art et elle distingue vraiment clairement la notion d'art olfactif de la notion de parfum simplement. Elle parle vraiment de l'ajout intentionnel d'une strate olfactive à une œuvre et l'utilisation intentionnelle de l'odeur inhérente aux matériaux utilisés, sans laquelle l'œuvre en question perdrait ses effets, sa fonction et son sens. C'est une historienne de l'art néerlandaise qui s'appelle Caro Verbeek. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est important dans l'installation performative, la fabrique des méduses de Boris Rau, qui a été mise en place cette semaine, qui a été activée cette semaine. C'est qu'il y a une part vraiment prépondérante de la notion d'odeur dans l'installation et dans la façon de l'activer avec le public. J'ai eu l'occasion de réfléchir déjà avec Roland et Boris sur une médiation au sein des collections du Centre Pompidou, et donc c'est d'où ma présence ce soir. Et en fait, c'était très intéressant de se poser la question de comment faire réfléchir différemment grâce à la notion des odeurs. Et ça nous a permis aussi de nous rendre compte à quel point cet aspect-là était négligé dans des institutions comme le Centre Pompidou. Donc on est vraiment dans aussi une façon nouvelle de mettre en conscience dans un public de la question de l'odeur. C'est quelque chose qui a besoin de mots aussi pour être éveillé. Or, tout le discours critique d'historiens de l'art ne passe pas par cette évocation très simple de l'odeur. L'art a très longtemps été ce qu'on peut dire anosmique, c'est-à-dire vraiment comme si l'odeur n'existait pas. Et en fait, si on réfléchit à une œuvre comme L'origine du monde de Courbet, évidemment qu'on devrait évoquer l'odeur en voyant cette œuvre. Il y a quelque chose qui devrait être aussi naturel que devant une peinture abstraite de parler de musique. En fait, la musique est elle aussi abstraite.
personne ne voit d'inconvénient à parler de musique et de rythme face à une abstraction. Ça paraît même logique, alors c'est purement culturel. Donc on est vraiment face à un monde de l'art qui a complètement mis de côté cette approche-là. Et donc c'est toute une éducation aussi de la façon de penser les sens qui va être évidemment très importante. Boris lui-même a énormément parlé de son intérêt pour le travail de Marcel Duchamp et surtout pour Air de Paris. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots avant de pourquoi l'intérêt pour cette œuvre? Alors, Air de Paris m'a particulièrement interpellé dans ma pratique par le basculement de Duchamp. Bon, c'est un classique de Duchamp, où cette œuvre ne sent rien, puisque c'est Air de Paris, c'est de l'air déjà présent, encapsulé dans une fiole. Mais quand on y pense, quand on sent l'air, qu'on réfléchit à l'air, pour moi, tout de suite, elle nous fait sentir en creux autour de nous. Donc, elle nous rend conscients de la dimension olfactive. Et je trouvais intéressant de voir que la dimension olfactive, elle peut être à la fois sentante et, de façon pas littérale, renvoyée au fait de sentir, comme peut être Air de Paris. Alors, je pense que Boris, dans sa pratique, ayant déjà cette notion d'odeur, évidemment, ça active chez lui l'odeur. Ce qui est fascinant, c'est que j'ai re-regardé tous les textes sur Air de Paris, et à chaque fois qu'on lit une critique, enfin qu'on lit quelqu'un qui évoque, je n'ai pas vu un seul texte qui évoquait l'idée de l'odeur, en fait. Et alors qu'effectivement, Paris a une odeur, les villes ont une odeur qui est spécifique, et personne ne se pose la question de est-ce que vraiment, par exemple, est-ce qu'il pensait pouvoir vraiment synthétiser cette odeur? Est-ce qu'il y avait moyen, et d'ailleurs on pourrait se poser la question de y a-t-il moyen de synthétiser l'odeur d'une ville? Il y a quelqu'un qui est bien connu qui s'appelle Sissel Tolas, qui est d'origine norvégienne, je crois, qui travaille à Berlin essentiellement, et qui a créé l'odeur des villes. Alors simplement, elle se promène dans les villes, elle enregistre finalement son image olfactive de la ville et elle essaye de la recréer en créant un parfum. Elle l'a fait dans plusieurs grandes villes du monde. Ben voilà, elle aurait beaucoup aimé, enfin, ou en tout cas Marcel Duchamp aurait aimé la rencontrer probablement. Par rapport à l'idée par rapport à la question de l'odeur, il y a 3 types d'évocation de l'odeur. Il y a d'abord la représentation de l'odeur. Hein. Si on pense à des feuilles mortes d'un tableau de Séraphine, on peut se dire que ça devrait nous faire venir l'odeur du bois, de la forêt en automne. Il y a après la présence de l'odeur par les matériaux, une présence par les matériaux ou par des essences qui seraient diffusées. Et puis après, il y a aussi l'évocation de l'immatériel, c'est-à-dire l'idée qu'une œuvre ne passe pas obligatoirement que par une présence physique ou visuelle, et que donc tout ce registre de l'immatériel devrait nous faire réagir aussi au niveau des odeurs. Donc, la première absence de l'odeur, elle est dans le discours, hein, bien sûr. Comme je disais, il n'y a quasiment pas de texte qui parle de peinture ou qui mentionne les odeurs. Et donc, c'est finalement surtout la dimension critique qui va évacuer cette question de l'odeur. Et finalement, les propositions de Boris Rau, c'est aussi, et les propositions d'artistes qui travaillent sur l'art olfactif, on se rend compte que ce sont des propositions qui ouvrent un champ de représentation et de discours qui devrait éveiller, c'est de l'ordre de la pédagogie. Hein, alors, là, je vois qu'on est arrivé au bar à orange de Michel Blasi. Michel Blasi est donc un artiste qui, lui, travaille sur la présence des odeurs dans les matériaux. Comme vous le voyez, là, c'est assez clair, hein, la pourriture des oranges. Et on peut en arriver plus loin à la question de l'éphémère, puisque l'œuvre elle-même est une vanité, elle ne peut pas être conservée, elle ne peut pas durer. Donc l'évocation de l'immatériel aussi, c'est la question de la trace ou de l'absence justement qu'est toute performance. Oui, voilà, toute performance. Alors, pas si immatériel, vous avez là toujours la présence d'odeur d'Ernesto Neto, qui travaille à partir d'épices, hein, donc au bout de chaque petit
un petit élément, vous avez des épices et donc clairement vous entrez dans l'œuvre par l'odeur. Vous êtes vraiment dans un univers, vous pouvez voir l'œuvre, enfin sentir l'œuvre sans même la regarder. Là, la question de l'odeur est prépondérante et intéressante parce qu'elle se diffuse aussi assez loin dans le musée. Donc on peut difficilement l'évacuer. Et là, c'était une proposition sur une présence légèrement détournée des odeurs, puisque vous avez cet artiste Urs Fischer qui a énormément travaillé à partir de cire fondue et de bougies. Et en fait, dans certaines de ces installations, on sent surtout la chaleur. Et la chaleur bien contribue à renforcer les odeurs. Et donc, ce sont des installations assez étonnantes, puisque d'abord, il y a ce moment où la bougie est activée, mais il y a aussi ce moment où la bougie va s'éteindre, soit par un courant d'air, et donc l'odeur de la mèche brûlée va se faire ressentir. Et en plus, il y a ce dégagement de chaleur qui nous renvoie peut-être aussi à notre corps. Je pense que là, on a la question de soi aussi qui rentre en compte. Avec la chaleur vient la sueur, vient toutes les odeurs de notre corps qui se révèlent. Et donc, on est dans une interaction avec l'œuvre. Donc, je vais laisser la parole. Donc voilà, quelques artistes qui suivent des parcours parallèles à Boris Rau. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire justement un peu plus sur les odeurs, sur la façon dont toi tu as voulu les intégrer par rapport à une histoire et à une histoire qu'on ne peut pas écrire finalement, sur laquelle on a peu d'habitudes culturelles pour pouvoir l'écrire et la nommer. Oui, alors, comment on commence à travailler avec les odeurs, ou en tout cas moi je dis plutôt j'introduis la dimension olfactive dans un ensemble. J'essaye plutôt de contourner la dimension olfactive avec le déjà là des autres sens, et le déjà là culturel que peut avoir la vision en grande partie, ou la sculpture. Et quand on commence, en fait, je vais vous présenter, là vous avez en face de vous Sif, qui est ma toute première série. Et donc c'est environ 10 kg de détergent Sif, littéralement déposé sur une plaque de bois, qui se cristallise tout doucement. Et là, rien qu'avec ce monochrome, très classique dans l'histoire de l'art, un peu tout était déjà posé. Parce qu'on a quelque chose qui est très connu dans l'histoire, qui s'intègre dans une histoire, absolument pas renversant, on va dire, dans ce qu'il représente, et pourtant des œuvres quasiment inexposables, parce que une fois qu'elles étaient accrochées au mur, personne ne voulait rester dans la salle d'exposition. Donc elles vidaient l'ensemble de la salle d'exposition. Donc pour les premières œuvres d'un jeune artiste, c'est un peu bête. Mais voilà, tout de suite, la dimension olfactive va questionner aussi la question de l'exposition des œuvres avec cette dimension olfactive. Évidemment, un regard tout de suite sur notre quotidien, d'où viennent nos odeurs, la pensée au courant hygiéniste qui a vraiment dominé notre univers olfactif. C'est Alain Courbin dans Le miasme et la jonquille que Patricia a mentionné, ou une extraordinaire étude sociologique et historique de ce phénomène. Et pourtant, du Sif, on en a tout le temps au quotidien. Donc là, tout de suite, il y en a un peu plus que d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ressent une toxicité aussi du quotidien. Donc ça permet aussi de parler d'hygiénisme, mais aussi de toxicité. Je ne vais pas vous mentir, on est quand même en 2003, donc on parlait moins d'écologie encore, et pourtant c'était déjà présent. Je me posais la question de ces produits-là qui nous marquent, qui marquent notre intérieur. Donc première œuvre, donc on se dit voilà, la matière en elle-même olfactive. On continue à explorer les potentialités d'utiliser la dimension olfactive. Alors moi j'ai une base plutôt en fait sculpture, donc je travaille la matière, et qu'est-ce qui est génial avec la dimension olfactive, c'est qu'elle étend la matière. Elle étend les limites usuelles de la sculpture. Donc là, vous avez Cubor, juste une installation de bouillon cube. Donc les bouillons cubes magie, vous savez qu'on met pour donner goût dans les pâtes. Donc là, j'étais encore étudiant, donc c'était mon quotidien pour avoir un peu plus de saveur. Et quelques bouillons cubes, une petite cinquantaine ou centaine, ça dépend, collés sur un mur, et tout de suite l'espace d'exposition, la sculpture qu'on voit. Déjà, bon là, il y a un jeu de double mouvement, une anamorphose, et à la fois,
il y a une extension donc déjà optique et une extension physique avec l'odeur qui va amplifier l'ensemble de la salle. Donc en fait, on est dans une logique d'économie de moyens radicale. On a quelques bouillons de cubes, ça ne représente pas beaucoup de matière et pourtant on a pris possession de tout un espace d'exposition. Et on l'a basculé. Alors je peux vous dire qu'à chaque fois, tout le monde a l'appétit qui s'ouvre, mais on est évidemment sur des échos culturels. Donc on voit à l'échelle de Cubor, là, ça va vous donner un peu l'exemple de Cubor qui est il y a 15 ans. Et puis où est-ce qu'on trouve des odeurs? On trouve aussi des odeurs, un geste de façon de créer une œuvre à dimension olfactive, un peu comme Duchamp. Là, on est en creux. Donc là, je vous présente autour d'un verre. Bah oui, les odeurs, c'est la vie. Donc là, c'est une œuvre que j'avais fait en 2005. J'ai arrêté un petit peu parce que sinon, on commence à se faire peur sur notre degré d'alcoolisme. Donc c'est tous les bouteilles qu'on buvait entre amis autour de la table. Et petit à petit, elles s'accumulent. Donc la sculpture grossit assez vite. Pour la petite anecdote, je l'ai présentée dans un château en Bourgogne. Et ils voulaient que j'amène cette sculpture. Je leur dis, bah non, en fait, c'est plutôt vous qui allez conserver toutes les bouteilles que vous buvez en préparant cette exposition. Et malheureusement, j'ai installé la sculpture, elle a craqué le premier jour. Il y en avait tellement, donc on a dû la refaire. Et après le vernissage, on avait déjà une nouvelle sculpture. Donc voilà. Donc ça amène la question de performance aussi et de réfléchir du coup par la dimension olfactive épicurienne. Et on peut continuer aussi, quand on commence aux prémices, à explorer les potentialités. Donc là, vous avez division d'espace. Ici, vous avez la version champignon. Là, c'est une œuvre, en fait, à partir d'une odeur, 2 odeurs, on commence à pouvoir raconter des histoires. Donc là, vous avez tout simplement 2 bacs qui contiennent 2 substances olfactives. Donc, dans une, celle du fond, un parfum créé par Laurence Fanuel, une parfumeuse, un vieux champignon humide de fond de cave. Et en premier plan, vous avez une odeur un peu psychédélique, limite de la drogue. Donc, c'était une exposition sur le rêve. Et tout de suite, 2 ventilateurs, 2 odeurs, on polarise l'espace et on a un espace narratif qui se construit. Donc là, voilà, les prémices de recherche, on se dit, on peut raconter des histoires, on peut étendre la sculpture, on peut casser les systèmes d'exposition et on peut prendre du plaisir justement entre nous. Donc voilà les premiers prémices d'un travail et je développerai d'autres après. En fait, en t'entendant parler, on voit bien que tu n'utilises pas le terme de art olfactif, mais tu parles de dimension olfactive. Bon, c'est vrai qu'en voyant ton travail, on sent bien qu'il y a aussi un intérêt très fort pour la plasticité de l'œuvre, pour le côté visuel, mais aussi toutes les strates narratives qui s'y ajoutent. Est-ce que tu pourrais nous... Ah oui, ouais, ce qui me fait penser que effectivement, il y a une expression qui parle de sculpture dans le champ étendu. On est vraiment dans ce rapport-là. Mais est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu la place des autres sens dans ton travail? Comment est-ce que tu les intègres et comment tu joues? Est-ce que tu as une façon particulière de traiter les autres sens par rapport à l'olfaction? Alors on va dire que surtout dans ces années-là, c'est par l'odeur que je rentrais dans les sujets. Donc l'odeur était primordiale, mais l'odeur, elle est toujours, à mon sens, accompagnée d'autres dimensions. Et c'est dans la tension avec les autres dimensions que je trouvais un intérêt. Parce que, en fait, on peut avoir un geste radical de mettre une odeur dans un espace, mais Roland en parlera. Il y a en tout cas, je trouve ça passionnant. Il y a une grande diversité de perceptions face au monde olfactif. Donc si, tout d'un coup, on diffuse juste une odeur dans un espace, on a un peu un phénomène de page blanche où tout le monde va projeter ce qu'il est, mais il ne va pas être embarqué dans un ailleurs. Donc je trouvais intéressant de le mettre en tension avec une histoire culturelle, avec d'autres sens, pour une sorte de canaliser et voir justement là où il y a des dysfonctionnements. Parce qu'on ne peut pas trop mentir avec les odeurs. Si l'odeur ne colle pas, on va le sentir tout de suite. Donc on se dit, mais quelle odeur alors fonctionnerait ? Et donc, c'est par justement un contournement des autres dimensions que je trouve que ça prend une vraie richesse, même si le travail des parfumeurs est incroyablement riche. Mais là, je trouve qu'on est dans un autre stade d'intégration plus complexe. Et c'est ça que je trouve important de contourner culturellement et visuellement avec les autres sens, la dimension olfactive. Sinon, elle est un peu vague et le propos se dilue.
Oui, le propos se dilue, c'est une jolie expression. Mais effectivement, c'est peut-être aussi la question de qu'est-ce qu'une œuvre d'art, qui ça ne peut pas être simplement sentir. Mais une question déjà très, très basique, mais qui m'a amusée, c'est est-ce qu'il peut y avoir, c'est une question pour notre neurobiologiste, est-ce qu'il peut y avoir une odeur sans une présence matérielle ? Oui et non. Non, parce que de toute façon, les odeurs sont générées par des produits chimiques odorants, donc c'est de la matière. Hein. Quand on regarde une œuvre, quelle qu'elle soit, on perçoit des photons qui sont tantôt de la matière, tantôt des ondes. Quand on entend des sons, c'est les vibrations de l'air. Mais pour l'odorat, c'est obligatoirement de la matière qui est arrivée dans notre nez. Donc il y a un support matériel. Et ce qui est troublant, c'est qu'on ne le voit pas. Mais donc on aimerait justement, en s'intéressant à ce médium, on aimerait avoir justement quelques détails en plus sur, on aimerait comprendre à la fois la nature des odeurs et surtout les fondamentaux du fonctionnement de l'odorat. Donc voilà, merci de détailler un petit peu. Alors effectivement, il faut bien penser qu'on sent comme on respire. On inspire par le nez et les produits odorants qui sont dans l'air arrivent. Donc vous voyez à gauche une coupe d'une tête humaine. Au centre, c'est les cavités nasales. Et tout en haut des cavités nasales, donc de chaque côté, tout en haut, il y a ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, qui est l'ensemble des cellules qui portent les récepteurs olfactifs. Donc ces récepteurs olfactifs sont des molécules qu'on fabrique nous-mêmes et qui vont reconnaître les produits odorants. Alors vous remarquez que je dis produits odorants, je ne dis pas odeur. Les produits odorants dans l'air qu'on inspire. Et puis quand on mange, c'est une deuxième voie qui est activée, la voie dite rétronasale, c'est-à-dire que les produits odorants qui sont libérés par les aliments dans la bouche remontent par l'arrière-gorge vers le nez, atteignent eux aussi l'épithélium olfactif, et on appelle ça malheureusement le goût, alors que c'est essentiellement de l'odorat. Et donc en fait, il faut penser que quand on mange, on active surtout notre odorat. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en bouche, loin de là, mais néanmoins, c'est là que tout se passe. Donc dans le nez, il y a ces récepteurs olfactifs qui sont portés par des neurones, et c'est les seuls neurones qui sont au contact de l'air dans notre organisme. Et d'ailleurs, c'est ces neurones qui ont été affectés, par exemple, par le Covid, puisque c'est eux qui ont été détruits par le virus. Heureusement, ce sont des neurones qui se renouvellent. Et ça aussi, c'est quasiment les seuls neurones qui sont l'objet d'un renouvellement, au moins dans l'espèce humaine. Et en général, les gens qui sont devenus anosmiques, c'est-à-dire qui ont perdu l'odorat à cause du Covid, eh bien, ils récupèrent au bout de 10-15 jours parce que de nouveaux neurones ont remplacé les anciens. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le nez. Évidemment, les neurones, ils vont envoyer un message vers le cerveau. Ce n'est pas les produits odorants qui passent dans le cerveau. Ce sont les messages nerveux, l'influx nerveux émis par les neurones stimulés qui ont reconnu des produits odorants. Et ça va se passer après dans un système qu'on appelle le système limbique. Le premier stade du système limbique, ce sont les bulbes olfactifs qui sont dans le cerveau, juste au-dessus des cavités nasales. Là, les neurones envoient leur prolongement qu'on appelle les axones, et dans ces bulbes olfactifs va se former en quelque sorte une image de la carte d'identité chimique des produits qu'on a sentis. Et il faut bien penser qu'une odeur naturelle, c'est un mélange de centaines de produits chimiques différents. Donc l'image est extraordinairement complexe. Donc le cerveau va avoir du boulot derrière. Et les premiers traitements se font dans le système limbique. Alors vous voyez là dans l'image de droite, je pense qu'on doit pouvoir lire bulbe olfactif. Et derrière, juste en dessous, dans la partie brune, vous avez plusieurs structures, plusieurs structures de couleurs, verte, rouge et bleu. Eh bien, ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Le système olfactif est le seul de nos systèmes sensoriels à activer d'abord deux centres capitaux du système limbique, à savoir l'amygdale, pas l'amygdale de la gorge, c'est un noyau nerveux en forme d'amande, l'amygdale qui est le carrefour des émotions, et l'hippocampe que vous voyez en violet, qui est le chef d'orchestre de la mémoire. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait conscience qu'on a senti quelque chose, on déclenche déjà des émotions
et on rappelle des souvenirs. Alors ça plaît aux artistes, évidemment, puisque finalement, il peut parler directement à votre plus profond de vous-même quand il trouve les bons stimulus. Alors évidemment, comme chacun a une histoire particulière par rapport aux odeurs, c'est un peu difficile de trouver des odeurs générales. Mais néanmoins, je trouve ça extrêmement fascinant qu'on puisse finalement parler directement au cerveau limbique sans passer par tous les truchements intellectuels. Après, bien entendu, le message est l'objet d'un traitement conscient. Et là, ça se passe au niveau du cortex orbitofrontal, donc qui est juste orbitaux, c'est-à-dire au-dessus des orbites, hein, au-dessus des yeux. Et là, on voit que chez les parfumeurs, par exemple, qui sont des gens très entraînés pour les odeurs, eh bien, ce cortex orbitofrontal il est plus épais que chez la moyenne de la population. Parce qu'ils ont un entraînement extraordinaire. Donc les parfumeurs sont capables d'imaginer un parfum sans le sentir. Ils sont capables de reconnaître plusieurs composants d'un parfum. Simplement, enfin, il faut un petit temps d'analyse, mais avec leur nez. Le nez est un instrument d'analyse extraordinaire. Très sous-utilisé et pas du tout cultivé dans nos civilisations. Donc voici Boris Rowe lui-même. Quand on met un casque d'électroencéphalogramme sur la tête de quelqu'un qui est en train de sentir, on voit, je dirais, un feu d'artifice d'activation du cerveau. C'est-à-dire que ce système limbique dont je viens de vous parler, qui est au centre du cerveau, on ne le voit pas en électroencéphalogramme. Mais ce qu'on voit, c'est l'activation du cortex, donc la matière grise, hein, qui est à la surface de l'encéphale. Et bien, ce qu'on voit, c'est que ça s'active de partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a senti quelque chose, eh bien, le cerveau il travaille pour reconnecter en quelque sorte tous les souvenirs liés à l'olfaction. Vous avez tous lu Proust, hein, bien sûr, on prend toujours l'image de la Madeleine, mais c'est tout à fait juste ce qui est décrit. C'est-à-dire qu'il y a une sensation au départ, et après, le cerveau, mené en grande partie par l'hippocampe, il va aller chercher tous les éléments du souvenir. À partir de l'indice olfactif, il va reconstituer complètement l'événement de la visite à la tante Léonie le dimanche matin, sortie de la messe, etc. Je pense qu'il y a Moi, je voulais justement préciser quelque chose que tu as évoqué, qui est extrêmement important quand on manipule les odeurs, c'est la différence entre, tu as dit molécules olfactives, donc odorant et odeur. En fait, on manipule et on communique avec des odorants qui sont objectivables, qui sont de la matière invisible extérieure. Mais tout de suite, on a un traitement individuel des odeurs. Et c'est ça qui est assez fascinant avec le monde olfactif, c'est qu'il n'y a pas d'homme standard, de personne standard. Donc on a une grande variabilité entre nous. Donc on ne perçoit pas les odeurs de la même façon. Donc quand on présente des odorants, on ne sait jamais, en tant qu'artiste, c'est une mise en danger assez excitante, on ne sait jamais comment ils vont vraiment réagir, parce que nous, ça va nous raconter quelque chose et pas, voire même nous raconter où, pour nous, ça va sentir quelque chose et pour d'autres, non. Donc on est agnostique à certaines odeurs chacun ou non. Donc vraiment le distinguo entre odorant et odeur qui crée déjà un premier décalage. Donc ça, c'est assez intéressant à notifier. Alors, juste une petite remarque pour rebondir sur ce que vous avez tous les deux dit. En fait, il y a quand même une chose qui est étonnante, c'est de savoir que les parfumeurs, en développant leur odorat, développent différentes parties de leur cerveau plus que d'autres, comme quoi il y a bien une culture qui peut se développer et qu'on développe peu. Et finalement, on peut se demander si c'est pas cette inculture qui fait qu'on a autant de différences dans la perception des odeurs. Peut-être que si on était un peu plus cultivé en termes d'odeur, peut-être que justement on aurait un langage plus commun. En revanche, c'est peut-être aussi les différences qui font tout son intérêt aussi, hein, et pareil pour notre activation sur la musique. La musique, c'est toujours un problème, c'est aussi quelque chose d'immatériel sur lequel il est difficile de poser des mots. Mais c'est vrai que c'est encore plus frappant pour les odeurs, et probablement que le manque de culturel, de lexique culturel nous empêche de plus communiquer. Par ailleurs, peut-être je voudrais juste rajouter un élément qui, en réfléchissant à cette notion d'art olfactif, c'est que finalement, on apprend pour beaucoup encore qu'on a 5 sens, et finalement j'ai l'impression que Roland vient d'en casser un.
En gros, on en a 4, 5, 9, je crois que... hein, donc peut-être quelques mots quand même sur l'essence et la façon dont on nous a appris à les considérer, qui est peut-être justement complètement à remettre en question, mais c'est une histoire très très proche. Alors, je vais aller très vite parce que sinon on n'en finirait pas. Tout à l'heure, Patricia a posé à Boris la question finalement de la multisensorialité de l'œuvre d'art. C'est évident que dans notre vie de tous les jours, on n'a jamais une seule entrée sensorielle activée. C'est toujours toutes les entrées qui marchent. Notre cerveau et notre système sensoriel, il est toujours en train de surveiller l'environnement. Hein, je dis toujours, si ça n'avait pas marché comme ça, on ne serait pas là pour en parler, parce qu'au cours de l'évolution, on aurait été débarrassé de la surface de la Terre, parce qu'on n'avait pas les moyens justement de s'adapter grâce à notre système nerveux. Donc en fait, on a cette capacité extraordinaire d'agréger finalement et de constituer des images sensorielles extraordinairement complexes de notre environnement, tout en ne retenant que les clés importantes pour l'instant où on est. En ce moment, je suis en train de vous regarder, ça va être ma vision qui va être prépondérante et qui va être focalisée sur vous. Mais à un autre instant, si je suis tout seul dans la rue, ben là, je peux être ouvert à tous les indices sensoriels qui sont autour de nous. Et quand on est devant une œuvre d'art, bien sûr, on privilégie la vision. Donc là, j'ai sélectionné 2 œuvres. Ça a 2 intérêts. Ça montre en général la réaction des gens devant les odeurs. En gros, j'aime, j'aime pas. Hein, vous avez les deux. D'un côté, vous avez donc une rose. En général, quand on voit un tableau de nature morte, on imagine, puisque c'est une nature morte, on n'imagine pas vraiment que ça a une odeur. Par contre, évidemment, à côté, torcher un enfant, ça évoque quand même sûrement un peu plus une mauvaise odeur, et ça c'est plus facile à imaginer. Vous voyez que finalement la peinture n'est pas complètement anosmique, hein. Ça peut évoquer des choses. Voilà. Et puis je vous disais, c'est multisensoriel. Un des moments où tous nos sens sont sollicités, c'est le moment du repas. Quand on mange, là moi je dis toujours, faut s'arrêter et s'observer. Déjà même avant le repas, on met en branle tout un tas de systèmes dans le cerveau qui vont préparer l'organisme à déjeuner. Pendant qu'on mange, on va en permanence adapter ce qu'on mange à nos besoins, parce que tout le système entre le ventre et le cerveau communique en permanence. Et bien sûr, le système sensoriel joue un rôle, et il ne joue pas qu'un rôle d'agrément, il joue un rôle pour détecter vraiment la qualité et la quantité de ce qu'on mange pour adapter notre ration. Et puis bien sûr, on peut ajouter éventuellement de la musique, là comme c'est dans cette noce chez Bruegel. Donc vous voyez que finalement, quand on regarde les tableaux avec un autre œil ou avec son nez, évidemment, ou en imaginant ce que ça peut donner avec le nez ou avec la bouche, eh ben, on voit une autre dimension. Alors, par rapport aux odeurs que tu utilises dans ton travail, tu utilises des parfums existants. Tu ne crées pas toi-même tes propres parfums. Et ce sont des produits fonctionnels, commerciaux, comme un véritable ready-made olfactif. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ce type de produit ? Est-ce que tu peux nous parler des esthétiques et des références collectives qui se cachent derrière ces odeurs synthétiques et voilà, ce qui anime ce choix ? Alors, justement, ce choix, il a été assez important. Tout de suite, tu évoquais la question de la culture et la culture des parfumeurs. Et justement, je me suis dit, bah oui, la culture des parfumeurs, c'est quelque chose qui est déjà agrégé, qui est déjà construit. Et moi, j'ai tout de suite voulu aller voir ce qui se passait de façon plus globale, justement de façon assumée, horizontale, sans hiérarchie, et donc d'aller plutôt vers les odeurs plus populaires du mass market et le nez commun, et pas le nez parfait. Parce que, à l'inverse, c'est une vraie discussion entre les parfumeurs qui veulent revendiquer une vraie culture du parfum, une éducation aux odeurs, même si toi, Roland, tu fais aussi partie de l'éducation aux odeurs. Moi, j'aurais tendance à dire non, c'est une éducation à sentir que je préférerais, parce que justement, cette absence de culture, elle a des vrais avantages. Elle a des vrais avantages de la possibilité de ne pas être élitiste, de la possibilité de parler à tout le monde, à la diversité, à des intimités, à un partage profond. Et c'est ça qui m'a intéressée. Donc j'ai mis de côté l'univers des parfums.
pour aller voir justement ces odeurs accessibles. Alors au début, je vous ai montré quelques prémices, mais on commence dans un espace urbain autour de nous. Donc je suis allé piocher dans les supermarchés où sont les odeurs. Donc on trouve des odeurs quand on fait le linge. Donc là, par exemple, vous avez la piscine, une installation de soupline. Donc il faut imaginer cette installation. Pareil, on revient un peu en école histoire de l'art, un monochrome bleu, rien de plus classique. Et en fait, ici, vous êtes face à une salle. En fait, il y a une seconde salle en dessous. J'ai enlevé l'escalier de sécurité et j'ai inondé cette seconde salle de soupline. Donc on a un renversement, un espace d'exposition plein de matières souplines, douces. On a tous, en tout cas pour ma génération, l'image d'un bébé qui tombe très douce. Et puis au bout de 5 minutes, on commence à avoir mal à la tête avec ces produits de synthèse. Donc c'était une exposition qui s'intitulait Gemütlichkeit, qui tourne autour de la notion de confort-inconfort. Et à la fois, quand on y pense aussi, on a un espace qui nous paraît vide, l'espace où on peut rentrer, mais qui est plein de cette matière invisible qui est l'odeur. Donc tout de suite, là, on met en tension notre quotidien. Un autre exemple, dans cette période, l'escalier, donc première œuvre exposée, donc 250 kilos de savon de Marseille, l'escalier d'entrée de la galerie d'exposition, donc on est obligé de passer par l'escalier pour aller voir la suite. On a des échos à Carl André, par exemple, hein, ça c'est sûr. Et ce qui était très drôle avec un jeu de basculement, c'est que on était au 3e étage, les gens marchaient, on devient très mécanique du champ. Là, c'est pas descendre l'escalier, c'est le monter, et on réfléchit pas. Et les gens arrivaient, ils sentaient. Moi, j'avais juste retravaillé la dernière volée d'escalier. Ils arrivaient, ils avaient senti cette odeur de savon très caractéristique, mais elle n'avait pas lieu d'être à cet endroit-là. Donc on joue encore sur les déjà là. Le savon, si c'était un produit d'entretien pour sol, qui a une autre typologie olfactive, peut-être que les gens auraient réagi différemment. Et là, ils arrivent, ils font un pas, 2 pas sur cet escalier, et tout d'un coup, ils connectent du savon. Merde, alors là, la panique arrive, et ils essayent tous de s'accrocher. Donc les plus vaillants vont continuer, mais en fin de compte, là, il y a une tension entre la réalité de la perception et ce qu'on a dans notre tête. Un savon non mouillé, ça glisse pas. Pourtant, tout le monde avait l'image du savon qui glisse dans la douche, et donc la peur était construite par un habitus. Et c'est ça, voilà, que je trouve avec ces produits qui nous parlent un peu tous, qui sont basiques, ça nous permet de parler à ça. Le galeriste était super content parce que tout le monde est resté plus longtemps dans l'expo parce qu'ils avaient tous la trouille de repartir. Mais voilà, donc on revient sur des jeux de basculement. Et ce qui m'amène aussi à avoir une démarche un peu de... En fait, moi, j'ai travaillé par période, mais en fait, c'est des façons d'explorer. Donc là, on a en 2008 une sorte d'anthropologie de l'absurde où j'ai collectionné quasiment tous les gels douche et shampoings qui étaient sur le marché. Donc, on voit ma collection ici. Là, on la voit sous une autre façon avec les couleurs. Et donc ça, c'est juste tout ce qu'on a sur notre corps qui nous accompagne sous la douche, qu'on met dans notre main, mais qu'on ne regarde pas, on ne prend pas le temps de regarder, et pourtant qui nous affecte. C'est ça aussi, que ce soit avec la lessive ou avec les gels douche. Je veux dire, moi, l'odeur justement de la lessive, des sous-vêtements de ma compagne, en fait, ça fait partie de ma compagne. Et donc, on est comme ça sur des constructions d'identité personnelles, mais qui sont faites dans un bain commun, donc qui sont très profondes. Et donc, avec ces gels douche et ces shampoings, j'en ai fait des sculptures. Donc à l'époque, qui s'appelait les épithéliums, en écho à un aspect un peu botanique peut-être des mots latins. Et j'ai tout simplement mis les gels douche et les shampoings dans des bols et des assiettes en verre, remplis à ras-bord. Donc on pourrait croire que c'est du verre de Murano, mais non, c'est juste du gel à 3 €. Et ce qui était flagrant en faisant cette collection, c'est l'artifice derrière ces odeurs-là. Quelle est la relation entre le rose fluo que vous voyez et Passion Goyave? Donc là, on est sur une construction complètement de glissement artificiel et ça devient une potentialité créative, autant que ça peut être aussi une mise en critique de pourquoi on a choisi cette odeur-là. Alors là, quand vous avez les ménènes, vous avez des petites bulles, axe sel de mer de volcanique, plus crème de dragon, qu'est-ce que ça peut sentir tout ça? Donc voilà, on est évidemment sur le mass market, mais on est justement sur un imaginaire, et on va même aller plus loin. C'est qu'en fait, tous ces produits-là,
Il faut quand même penser qu'il y a à peu près 5 entreprises dans le monde qui font tout notre univers olfactif et aromatique. Elles sont essentiellement européennes, essentiellement blanches, et elles diffusent une identité olfactive sur pratiquement tous les produits manufacturés. Donc d'où vient ce rapport culturel? Donc moi, en tant qu'artiste, c'est pas moi qui vais creuser ça, mais par contre, j'essaye de le mettre en exergue et puis de jouer avec. Donc là, on voit les épithéliums, la collection des épithéliums, donc à chaque fois recomposés. On les voit dessus et de face. Et même, on les met sous cloche. Et là, quand on ouvre la cloche, on a une bouffée d'air. Je vais continuer par 2 autres œuvres dans la même série. Le tour du monde en 80 déodorants. Ushuaïa, papaye du Brésil, vanille de Polynésie, ainsi de suite. C'est pareil, ça nous fait voyager. Alors à quel prix? Quelle est la relation entre la vanille qu'on sent chez Ushuaïa, qui a été un gros hit dans le marché, donc qui est devenue une vanille de référence dans la construction des parfumeurs. Mais qui est-ce qui a senti une vraie vanille? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, une vraie vanille? J'ai eu la chance d'aller à La Réunion. C'est d'une richesse, certaines vanilles. Mais entre une vanille de La Réunion, je ne sais pas, de Polynésie, en fin de compte, on appelle sous le mot vanille des identités, des compositions relativement différentes. Le poivre, le café, mais on varie, en fait. Si on n'avait pas la vision, on n'aurait sûrement pas fait les mêmes catégories linguistiques et culturelles aussi. Et donc, à partir de là où on commence à penser l'olfaction, on se dit, ah ouais, mais alors pourquoi on a mis ça comme catégorie, ainsi de suite. Donc, on commence à tout mettre en critique, et puis on peut s'amuser. Et je vais vous montrer une... je vais arrêter là pour celle-ci, et puis je vais passer là où je peux parler un peu de ça. Ça, c'est plus des odeurs mass market, mais des odeurs de lieu, mais je vais peut-être reprendre... Oui, on va en parler après, justement, parce que j'allais poser la question à Roland sur comment ça se passe finalement pour ancrer ces références ou ces stéréotypes olfactifs. Comment est-ce qu'ils se construisent? Est-ce qu'ils s'ancrent dans nos cerveaux? Parce que finalement, c'est assez étonnant. Par exemple, une image, on arrive à différencier l'image de ce qui se passe sur l'image. Si vous avez une pierre qui s'apprête à tomber sur une photo, vous n'avez pas peur qu'elle tombe. Même si on peut y voir beaucoup de choses, on se distancie de l'objet. Or, tout d'un coup, l'odeur, c'est amusant quand tu parles de cet escalier où tout d'un coup, les gens ont peur de glisser, comme si tout d'un coup, ils étaient revenus dans leur douche à cause de l'odeur du savon. Enfin, il y a tout d'un coup une perte de repère qui s'instaure. C'est assez intéressant de se poser la question de comment ça fonctionne pour nous ramener à un espace ou à un lieu par l'odeur. Il faut bien dire que le conditionnement culturel, il commence chez le bébé in utero, dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que dans le ventre de sa mère, dernier trimestre de la grossesse, le bébé sent il sent dans l'eau, dans le liquide amniotique, mais nous, dans l'air, nous sentons aussi dans l'eau, parce qu'en fait, notre épithélium, là, il est recouvert d'un gel à queue. Donc en fait, les produits odorants, ils doivent traverser, c'est de l'eau immobilisée, si vous voulez, c'est comme de la gélatine, pour atteindre les capteurs, les récepteurs. Donc le bébé, il commence à être conditionné dans le ventre de sa mère. Alors, bien sûr, il va sentir l'odeur propre de sa mère, mais il va sentir aussi l'odeur de ce qu'elle mange, et éventuellement de certains parfums ou de certains produits de toilette ou certains produits environnants qui peuvent, en rentrant soit par les poumons, soit par ingestion, atteindre le liquide amniotique. Alors c'est très filtré pour arriver au liquide amniotique, mais néanmoins il y a pas mal de molécules qui passent. Et donc on a déjà ce conditionnement initial. Le conditionnement il continue avec la tétée. Pendant l'allaitement, là encore, il y a tout un tas de produits odorants qui passent entre la mère et l'enfant, donc dans des conditions en principe complètement sécures. Donc l'enfant, il apprend très très vite tout ça, surtout que la mère et l'enfant sont sous, sécrétion d'ocytocine dans leur cerveau, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. Donc c'est un moment parfait pour apprendre les choses. Donc l'enfant, il va encore enregistrer plein de signaux sensoriels. Alors je parle de l'odorat, mais c'est vrai pour la vision qui marche pas très bien la première année, mais qui s'améliore. L'audition qui a commencé in utero aussi, le goût qui a commencé aussi, le toucher, pratiquement le premier sens à se mettre en place. Donc tout ça, on ne naît pas vierge, et ensuite on apprend très très vite les fameux 1000 premiers jours qui incluent la grossesse dans le développement de l'enfant. C'est là où finalement se construit la base de notre expérience sensorielle.
Et après, on ne fait plus, en quelque sorte, qu'incrémenter par rapport à celle-ci. Parce qu'on a appris comment sentir, ressentir, et on a appris plein de signaux olfactifs, odorants, visuels, etc. Donc après, cette fameuse culture dont on vient de parler, ce que j'appelle conditionnement, eh bien, en fait, on va considérer que c'est normal. Parce que c'est ce qu'on a finalement toujours vécu. Mais il est bien évident que même d'une famille à l'autre, par exemple, on ne mange pas exactement la même chose, donc la culture est un peu différente. Puis plus on s'éloigne, évidemment, plus la culture est différente. D'où cet ostracisme à l'égard de l'étranger qui ne sent pas la même chose que moi. Bah, bien sûr, il ne sent pas la même chose que moi, donc il est potentiellement dangereux, parce que notre cerveau, c'est une machine à détecter l'étrangeté, le décalage par rapport à l'image qu'on a déjà enregistrée. Donc effectivement, que l'étranger sente bon ou mauvais, ce n'est pas la question, c'est qu'il ne sent pas pareil. Et donc, en fait, quand Boris utilise des produits du commerce, ça fait partie complètement de notre culture, ça. Hein. Et quand on interroge des enfants dans les classes sur leur odeur préférée, ben c'est souvent l'odeur de leur gel douche. Puis alors, moi, ma sœur, elle préfère la fraise. Et puis, moi, mon frère, il préfère la vanille. Et puis, ma maman, elle met de la pomme. Donc, on a un répertoire olfactif, mais finalement, on l'a pris sans s'en rendre compte, sans systématiser. Et donc, quand il faut décrire une sensation olfactive, on est muet. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu, on a une odorothèque extraordinaire dans notre tête, et en gros, on ne s'en sert pas parce qu'on n'a pas appris. Oui, en fait, dans ton choix, Boris, de travailler à partir de ces produits, de ces odeurs de synthèse et qui sont populaire. On a envie de repenser à cette façon dont justement le pop art utilisait ces représentations, hein, comme la lessive homo ou la soupe Campbell, où il y a justement ce rapport à l'odeur, mais ce rapport aussi à une standardisation non seulement du sujet artistique, mais des normes des gens. Mais tu voulais parler de l'espace qu'induit en fait une odeur. C'est vrai que c'est assez frappant de voir à quel point une odeur peut nous transporter dans un ailleurs. Alors, il y a toutes les odeurs exotiques, évidemment, qui peuvent nous rappeler des voyages. Il y a aussi des choses très simples comme la réserve de Christian Boltanski. La réserve de Christian Boltanski, c'est une pièce dans laquelle il a juste récolté des habits Emmaüs, enfin des habits abandonnés avec toutes les références historiques derrière d'une pièce avec plein de vêtements suspendus. Mais rien qu'à l'odeur, on est plongé vraiment dans les dépôts d'habits, ce côté, et la poussière et une certaine humidité, enfin une odeur très singulière de ces habits, pourtant qu'on identifie tout de suite. Et c'est vrai qu'on est directement dans un endroit, dans un dépôt-vente, dans un très très grand dressing peut-être, mais c'est assez frappant. Alors peux-tu nous parler justement un peu de cette notion d'espace ? Oui, je voulais juste montrer deux autres œuvres qui traitent cette fois-ci moins des produits, mais plutôt des lieux. Parce qu'on n'y pense pas, on a rejeté la plupart de notre industrie en dehors des grandes villes. Donc ça a été aussi un mouvement. Donc on a perdu les odeurs du fer, les odeurs de la production au sein des villes ultra protégées, aseptisées. Et des fois, au fil des résidences, je me suis retrouvé dans des contextes où il y avait des odeurs historiques. Donc là, par exemple, je présente un projet in situ qui s'appelle la Grande Dilution, dans une petite ville en bordure de Pau. La ville de Pau, bien connue pour la villégiature et l'hôtellerie des Anglais. Donc on allait faire saison à Pau. Et la ville où j'intervenais, Bizanos, en contrebas, elle s'est construite avec les lavandières qui, justement, lavaient le linge des riches. Et donc, pendant ma résidence, je me suis attelée à ce sujet-là et je suis allée faire un peu de courses. Donc j'ai acheté un peu de lessive pour faire sculpture et réactiver cette histoire qui est devenue la Grande Dilution, donc une sculpture dans l'espace public, donc un canoë, un bateau entièrement en lessive cristallisée, posé sur une voiture prête à partir, la voiture de la directrice du centre d'art qu'elle m'a gentiment donnée, qui m'a servi de piédestal. Et en fait, cette sculpture,
réactiver un peu la question à la fois de l'histoire du développement de cette ville, mais aussi la condition féminine de ces femmes qui étaient bloquées dans ce travail dur, et puis le changement aujourd'hui avec une machine à laver où là la peine est diminuée, mais justement ça m'amène à quelque chose qui est important dans ma démarche et pourquoi on est là, c'est que souvent j'essaye d'intégrer dans un projet d'autres sciences que l'art, et notamment des scientifiques. Donc par exemple là, pour l'ouverture de cette exposition, on avait fait un débat avec un spécialiste de la pollution invisible, justement des courants d'eau. Et on a beaucoup dialogué, et cette sculpture est un peu paradoxale parce que c'est une micro-pollution, mais justement il disait on a un problème fou à sensibiliser les gens au fait que leurs petits gestes quotidiens de mettre de la poudre à laver dans la lessive, on est tellement nombreux que ça change complètement les écosystèmes des rivières, et c'est un geste invisible. Et donc moi, à travers cette sculpture et ce geste un peu plus paradoxal qui peut être critiqué quand même, ça permettait de soulever le sujet. Il faut savoir quand même qu'en une génération de Français, donc 25 ans, si on conservait toute la lessive, si on n'avait que de la lessive en paquet Bonux, qu'on conservait tous les paquets, on pourrait reconstruire le volume de la pyramide de Khéops. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de voir la pyramide de Khéops, c'est grand. Et c'est là où on ne se rend pas compte de la quantité derrière nos petits gestes. Et là, tout de suite, quand on les met en perspective, ça devient radical. Donc voilà, et puis il y a une beauté aussi, plus blanc que blanc, et la sculpture se désagrégeait parce qu'à Pau il pleut justement petit à petit. C'était pas quelque chose de nouveau. Et donc je continue cette question de portrait, de lieu, au fur et à mesure des invitations. Et ça peut aussi nous basculer dans des cultures complètement différentes. Donc je voulais juste montrer cette déstabilisation-là par rapport à une autre culture, qui est la culture japonaise. Je me suis retrouvée invitée à une exposition en 2016 au Japon, au Kyoto Art Center, en plus dans une espace d'exposition traditionnelle de la culture du thé, donc avec vraiment tout le décorum et tout les soji, donc ces panneaux qui se développent. Et là, à un moment donné, comment on fait pour faire une sculpture très autoréférencée culturellement dans une culture qu'on ne comprend absolument pas? Et si tu peux revenir en arrière, du coup, en fait, j'ai fait une sorte de collage des différentes sensations olfactives, que ce soit la mousse très présente, l'eau, le porter justement de l'encens qui va être différent en Europe ou au Japon. On va parfumer un habit et pas porter un parfum. On offre le parfum, c'est un effet de mode, et puis la nourriture qui est différente. Et si tu peux changer, voilà, on découvrait cette culture comme un collage en déplaçant cette sculpture, les soji, et on avait des fragments d'une identité culturelle que moi je maîtrisais pas, mais qui était une pure sensation. Donc voilà pour quelques exemples. Il y en a d'autres de lieux olfactifs. Alors justement, par rapport à cette problématique de comment échanger par rapport aux odeurs, non seulement nous ne sentons pas tous exactement de la même manière, il y a aussi plein de domaines de différence interethniques, interculturelles, interpersonnelles qui viennent s'imbriquer dedans. Si j'ai bien compris, finalement, l'odeur ne passe pas par notre conscience au départ, elle vient dans un deuxième temps dans la conscience. Alors, comment pourrait-on l'utiliser? Il y a un anthropologue, David Le Breton, qui a dit « Les effluves ne constituent pas un langage dont le sens se déduit de relations significatives avec d'autres. Seul le contexte où elles apparaissent leur confère une valeur et un sens. » Donc comment peut-on jouer de cette caractéristique pour malgré tout exprimer des choses intelligibles et pas seulement sensibles? Comment aller plus loin, puisqu'une œuvre d'art, ça doit aussi pouvoir nous permettre d'échanger. Alors, en général, dans notre vie de tous les jours, il y a une congruence entre les différentes entrées sensorielles. C'est-à-dire, en gros, notre monde, il est normal. Et dans la démarche que Boris, finalement, a racontée, eh bien, on vise à créer un décalage, à créer une anomalie dans la perception globale, multisensorielle. Et cette anomalie, elle peut être suscitée par l'odeur, ou par le décalage entre le produit et l'odeur, ou l'utilisation
d'un produit odorant dans un contexte qui n'est pas le sien. Un gel douche, si on le met comme un objet d'exposition, fatalement, ça interroge. Donc, c'est cette propriété de notre système nerveux, globalement, de notre cerveau, qui est de détecter l'anomalie, parce que c'est ça qui est vital. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le détecter tout de suite. Et ben, en fait, dans l'art, en quelque sorte, on le sublime, et puis il y a un clin d'œil, il y a un certain humour, finalement, à essayer d'utiliser un produit du commun pour, d'un seul coup, susciter une réflexion ou un émerveillement. Et c'est ça. Et le cerveau, il est tout prêt à ça. Hein. Il a tous les mécanismes prêts pour apprécier. Il y a ce qu'on appelle le système de la récompense, qui est toujours prêt à apprécier une émotion nouvelle et éventuellement la trouver bonne et à essayer de la renouveler. Donc, en fait, il aime bien les choses familières, mais quand une nouveauté lui a plu, alors il va aller la rechercher à nouveau. D'où l'idée, effectivement, après, d'enchaîner éventuellement dans l'accumulation des anomalies. Tu veux rajouter quelques mots ? Non, j'allais rebondir sur... Oui, d'accord. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans ton travail, tu as élaboré aussi un travail de fiction olfactive sous forme d'installation et de performance. Comment est-ce que tu articules ces récits qui sont aussi bien olfactovisuels que parfois aussi tactiles ? Alors, la question est compliquée. Je ne sais pas si je vais bien répondre à tout ça, là. C'est ce qu'on va faire plus court. Très intuitif. Les fictions, on parle de... Je veux dire, c'est... Le travail est construit, mais il fonctionne sur des intuitions. Et justement, par exemple, là, tu évoquais David Le Breton sur rendre intelligible et sensible. On a parlé de patrimoine culturel, mais il y a quand même des choses qui sont un peu partagées par tous. On reviendra justement sur les glissements après. On a tous un corps. Donc ce corps-là, fatalement, en fait, il nous amène à une appréhension du monde. Donc ce corps, on a tous, c'est une échelle qui nous rassemble, on va dire. On l'abordera après. Mais on est aussi tous dans des environnements où il y a des beautés qui nous transposent, comme par exemple la beauté de la mer. Donc là, on a Obot on the Sea, qui était une œuvre d'il y a quelques années aussi, où ça, c'est presque acculturel tellement il est partagé. Et en allant chercher dans la fiction un petit peu, c'est entre fiction et évidence, on va dire. Et je suis allée, pour faire cette œuvre, je suis allée au bord de la mer, collecter l'eau de mer, et mon idée était de ramener l'odeur de la mer dans la ville, qui est un peu loin. Donc ça aboutit à une nouvelle gélification, comme en écho à la fabrique des méduses, donc transformer la mer en billes d'eau de mer, et que je répandais sur l'espace d'exposition. Et dans un geste assez utopique de vouloir vraiment ramener cette odeur, cet embrun, et manque de peau, ça sentait pas du tout. Et en fait, au début, ça me perturbait. Je me suis dit, c'est pas grave, parce que en creux, on revient à Duchamp. Chacun projetait son imaginaire de mer. Comme c'était pas fabriqué, que c'était vrai, littéralement de l'eau de mer, il y a aussi ça, cette question du degré d'artificialisation qu'on peut avoir. En étant soit direct à aller piocher l'eau de mer, on n'est pas dans la parfumerie qui amène une typologie de l'artifice. Là, c'est littéralement de l'eau de mer. Et on le sait, on ne ment pas. Et là, pourtant, ça ne sent pas. Donc, quelle serait notre eau de mer? Et donc, les gens disent, ah ouais, moi, ce serait ça serait ça. Elle vient d'où? Ah ouais, je suis à Dunkerque ou à Trouville, c'est pas la même chose. Sur la Méditerranée. Et on revoit, voilà, sur cette évocation de quelque chose qui, à travers une fiction, une poésie, là, qui est très intuitive, bah voilà, ça nous parle. De façon collective. Et après, de façon beaucoup plus individuelle. Dans ton travail, tu as aussi tu as aussi travaillé sur l'intime avec différents aspects. Il y a eu notamment la série des portraits olfactifs qui est la somme en fait des éléments qui constituent en fait l'odeur de quelqu'un. En gros. Mais tu as aussi fait un travail avec les draps de ton lit conjugal. Tu veux en dire quelques mots? Enfin, je voulais continuer. Et aussi la fin de la journée, qui est l'empilement de t-shirts portés. Alors, ça, c'est ni vraiment un ready-made, ni une composition, mais c'est vraiment l'idée d'empreinte. Et finalement, cette histoire d'empreinte, c'est aussi quelque chose...
Oui. Pardon, je voulais en profiter pour regarder les... Excusez-moi. Donc, l'histoire d'empreinte, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la fabrique des méduses que tu viens donc d'activer cette semaine. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement qui t'a amené à tout ce long processus d'installation de la fabrique des méduses, qui est quand même une étape aussi peut-être un peu nouvelle dans ton travail, ou en tout cas importante par rapport à cette notion d'empreinte? Oui, alors des lieux collectifs où on habite, des produits collectifs qu'on utilise, évidemment, il y a eu tout d'un coup un glissement vers des personnalités qui s'exprimaient à travers cet ensemble, pour pas être fataliste sur une standardisation. Donc c'est ce qu'on vient de voir brièvement avec les portraits olfactifs, ce sort de surmoi olfactif, mais c'était... là, on est aussi sur des natures mortes et des vanités. C'est très classique dans l'histoire de l'art aussi, dans la structure. Et pourtant, en fait, là-dessus, je les trouve très mélancoliques, ces portraits, parce qu'on sent un corps, c'est tout ce qui fait notre odeur, mais il manque la personne, il manque le vrai corps. On sent une individualisation, mais on ne sent pas la réalité. Donc, petit à petit, je me suis dit... T'as loupé ton sujet, en fait, donc il va falloir continuer à travailler. Et je me suis approché, j'essayais de m'approcher comment on pourrait réussir à s'approcher de cette odeur. Donc, à amener, si on continue, la tente, justement, où je me suis dit, notre odeur, elle est dans nos draps de lit. Donc, je demande aux gens d'amener leurs draps de lit fraîchement habités. Et j'en construis une tente. Donc là, on est dans des prémices de garder la trace. Et pareil pour la fin de journée, où c'est tous mes t-shirts de fin de journée de travail, donc avec encore cette question de labeur. Et je continue cette démarche-là de façon, en fait, c'est des portraits, en fait. Ça questionne aussi la question de comment on fait portrait dans l'histoire de l'art. Et la fabrique des méduses est née de ça, est née, je reviendrai, d'essayer toujours de se rapprocher du corps. Et je vous montrerai quelques images après pour parler des fabriques de commun, mais c'était une façon de réussir à capter un moment, capter déjà une rencontre, et puis les méduses se sont singularisées avec les cheveux, les odeurs choisies, et donc on est dans ce rapport intime que j'évoque maintenant avec les fabriques. Oui, donc en fait, la fabrique des communs, tu vas nous la présenter. Tu as mis en place 4 fabriques. Et donc, on a cette question donc, du produit parfumé. On retrouve aussi quelque chose de tes premières œuvres avec l'utilisation des produits parfumés, mais aussi ce lien fort avec le corps réel et une part d'imaginaire. C'est vrai que déjà dans le titre des Méduses notamment, mais tu vas nous montrer aussi les autres fabriques qui viennent avant cette fabrique des Méduses. Alors, je vais aller très rapidement sur les fabriques. Je suis arrivé aux fabriques au bout d'une grosse dizaine d'années de travail, et je me suis posé la question dans l'art olfactif de comment on va garder trace. Donc certains artistes, comme Julie Sefortier, vont garder trace en glissant vers le domaine de la composition parfumée. Donc, travailler à la construction, justement, de souvenirs comme Cézanne Tholas qui fait les villes. Et moi, j'ai pris une autre voie, parce que je me suis dit, tout de suite, quand on synthétise un parfum, c'est magnifique, mais on perd des choses. On perd le temps réel. Et je me suis dit, comment on pourrait garder cette fragilité de l'instant tout en l'activant, mais amener à dire, en fait, il faut tout simplement soit faire pousser les odeurs, soit faire des outils qui font de nouveau la production des odeurs. Donc ça peut être faire un repas. Et donc est arrivée cette notion de sorte de sculpture-outil, dans lequel j'essaye pas d'encapsuler les odeurs, mais j'essaye de mettre en place un système qui va reproduire sans cesse cette odeur. Donc ça devient des usines à gaz pour de vrai ou de faux. Donc je vais vous en montrer 4, les premières. Donc ça va être, elles commencent tous par un geste un peu utopique
et fantaisiste, donc il y a de l'extravagance. Là, c'était la révolution linivore, la première fabrique montrée en public, où c'était une invitation dans un ancien musée de la mine de Saint-Étienne, donc l'extraction de charbon, la pollution du CO2. Et mon geste situé dans ce musée, c'était de refaire un gros tas, comme les terrils qui étaient en arrière-paysage, mais cette fois-ci plutôt bon pour la planète, et donc faire un gros tas de compost. Et donc la sculpture s'est transformée en une sorte de grande sculpture pour faire un grand tas. Un grand tas bon pour la planète de compost. Et on revient sur la question du corps, comme on est à des échelles réelles d'usage, bah, tout de suite ça devient un peu grand, parce qu'on est dans un corps taille 1, on est dans une confrontation réelle. Donc ça, c'est un axe de la fabrique que je dis autour de prendre soin des non-humains ou des autres formes d'existence. Là, vous avez une fabrique que je viens de finir aussi il y a quelques temps, qui est la fabrique de sol vivant. Le geste, c'est de prendre soin de la terre, de la replanter, la refertiliser sans plus jamais la fouler. Donc là, on définit une sculpture qui, on se dit, OK, on va travailler. Sans la fouler veut dire travailler suspendu. Donc la sculpture, c'est une grande arche roulante où on peut avoir 6 joyeux jardiniers qui travaillent et qui plantent. Et donc la sculpture avance et recule, elle définit une bande de culture, donc culture, agriculture, bande de culture, bon voilà, il y a des échos. Et tout simplement, voilà, pour refertiliser un sol, le replanter. Et l'autre axe des fabriques, et j'arrive à la fabrique des méduses, c'est de prendre soin des humains aussi. Donc j'ai commencé les fabriques sous une forme un peu prémisse, il y a 5 ans, avec la fabrique des gisants, qui partait d'un geste de prendre soin au musée de la parfumerie de Grasse, musée international de la parfumerie de Grasse. Donc on est à la Côte d'Azur avec tout l'imaginaire qu'on a sur la Côte d'Azur de la beauté, Grasse, soi-disant capitale du parfum, capitale de l'eau, de la rose parfumée. Et dans le musée, j'ai en fait créé cette fabrique où j'ai proposé aux travailleuses du musée, je leur ai proposé de leur faire un beau bain parfumé à l'eau de rose de Grasse, complètement en privé. Là, on ne privatise pas pour Gucci ou Cartier, on privatise pour les travailleurs du musée. Et je leur préparais un bain et elles allaient au bain. Et pour conserver une trace de ce moment de délicatesse, je gélifiais l'ensemble du bain. Et ça devenait mes gisants. Donc là, vous avez Audrey, la première. Donc 80 litres d'eau gélifiée avec quelques petits pots, poils, et ainsi de suite. Et ce qui est assez... on revient sur l'identité, sur l'intime. C'est que pour arriver à l'acceptation de cette sculpture, j'ai passé 2 mois dans le musée. C'était une grosse expo. J'ai beaucoup travaillé sur place. Et je parlais de ce projet-là et personne ne voulait participer à la fabrique des gisants. Et au bout de 3 semaines, Audrey a bien voulu. Et elle m'a dit, bon, OK, je prends le bain. Après, quand on retourne, si je vois un petit poil pubien, je crois que je te demanderai de ne pas exposer l'œuvre. Et là, tout de suite, il y avait une conscientisation de la pression sur le corps féminin, les références de beauté, et ainsi de suite. Bon, elle a adoré le moment. Il y avait effectivement 2-3 poils. Elle les a laissés passer. Et après, j'avais une grosse liste d'attente pour faire. Mais voilà, on revient sur les habitudes, sur les cultures. Et la fabrique des méduses est une continuité de ça, où là, le geste un peu plus simple était de faire un massage de cuir chevelu en ville, offert à tous, un moment de pause dans le quotidien. Et ce massage-là, c'est pareil, on en construit une sculpture qui est comme un laboratoire un peu savant fou et à la fois avec un imaginaire pour produire des méduses qui sont encore une collection d'individus. Et donc on en a produit 45 en une semaine, donc on a eu beaucoup de massés. Et je tiens à remercier, en tout cas sur la fabrique des méduses, l'équipe qui a été super. Donc Ornella, qui était notre masseuse professionnelle, tout le monde a dit qu'elle avait des doigts de fée. Donc voilà. Jules, notre chimiste, qui a cuisiné tout le monde. Et Lisa Valencia, qui a ensuite fait un moment de débriefing avec tout le monde et qui va produire une œuvre qui lui appartient. Donc c'est une co-création, une invitation de cette jeune artiste à faire une œuvre sonore où elle a interviewé l'ensemble des personnes. Et il y a des pépites, elle nous les révélera avec talent.
Alors en fait, en refaisant le parcours de cette fabrique des communs, on voit que certaines ont été faites à partir de composants organiques et d'autres avec des molécules synthétiques. En fait, Roland, est-ce qu'il y a une différence, ou comment le cerveau réagit? Est-ce que le cerveau est apte à, ou en tout cas peut percevoir et réagir différemment selon le synthétique et l'organique? Alors, pour un chimiste ou pour un biologiste, une molécule chimique pure, qu'elle soit de synthèse ou qu'elle soit extraite d'une plante ou d'un animal, c'est exactement la même chose. La grande différence, évidemment, et ça, c'est parce qu'on a justement des habitudes de consommation, c'est que très souvent, dans tous nos produits de consommation courante, Boris l'a montré avec tous ses ready-made, en fait, on utilise pour évoquer une odeur naturelle un seul produit chimique qui est bon marché et qui mime à bon compte une odeur bien plus complexe. Le produit naturel, je prends le citron par exemple, vous mettez du citronnellal et du limonène, et le cerveau reconstitue l'image sensorielle olfactive du citron avec ces petits indices. L'image sensorielle qui est évidemment bien plus compliquée avec des centaines de produits odorants. Donc on dit souvent « Ah, c'est chimique ». En fait, tout est chimique. Nous-mêmes, on est une usine chimique. Mais ce qui se passe, c'est que dans les produits, on va dire bon marché, on vous donne de l'odeur à bon compte. Et en gros, c'est le cerveau qui fait le travail que les industriels ne font pas. Et par contre, dans une odeur naturelle, qu'on va extraire directement d'une plante, par exemple, eh bien, il y a non seulement les produits principaux qui signent l'odeur, j'ai parlé du citronnella, limonène, mais il y en a plein d'autres, et qui sont souvent dans la voie de synthèse, de biosynthèse de ces produits à l'intérieur de la plante. Si bien que les produits constituent une sorte de nuage environnant du produit principal et vont lui donner toute sa dimension, toute son épaisseur et tout son intérêt. Et c'est pour ça que les odeurs, disons naturelles, sont en général beaucoup plus riches que les odeurs synthétiques. Et alors, quand le parfumeur intervient pour, à partir de produits synthétiques, reconstituer en quelque sorte une odeur qui est certes artificielle parce que c'est le produit de son art, mais en même temps, il cherche à évoquer quelque chose, eh bien, en quelque sorte, il produit, on appelle ça une composition, comme c'est une composition musicale, c'est-à-dire qu'il va produire quelque chose où plusieurs produits se répondent et vont structurer en quelque sorte l'image sensorielle dans le cerveau, qui ne va pas être plate ou unidimensionnelle avec un seul produit odorant, mais qui va reconstituer vraiment quelque chose qui signifie à l'intérieur du cerveau. Merci. En fait, dans la mise en scène que tu mets en place dans la fabrique des méduses, on est vraiment dans une importance laissée au corps, à la relation à l'autre. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'art contemporain, bien sûr, et de façon parfois assez inopinée, ou en tout cas où les gens sont surpris par la façon dont les autres sens sont tout d'un coup monopolisés. Je pensais notamment, j'évoquais tout à l'heure, une installation d'un artiste qui s'appelle Tobias Reberger, qui a fait une allée de lampes. Et en fait, quand les lampes sont très fortement, éclairent très fortement, il y a évidemment cette luminosité très particulière dans des tons orange qui évoquent des paysages, le soleil couchant. Mais finalement, ce qui est peut-être le plus frappant pour les gens qui passent dessous, c'est l'évocation de la chaleur tout d'un coup. Et la chaleur qui, encore une fois, réveille les odeurs du corps, réveille notre corps. Et c'est intéressant de voir comment tu t'inscris justement dans ce genre de processus où tout d'un coup, justement, le corps et le corps des autres est présent et activé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Est-ce qu'il y a eu dernièrement Nicolas Bourriaud qui a sorti ce livre sur la notion d'esthétique relationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou qui est venu de façon plus incidente dans ton travail? Alors, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais que j'ai pas d'abord essayé de coller à, parce que j'ai beaucoup de critiques sur l'esthétique relationnelle, en tout cas des artistes des années 90-2000, où je trouvais, alors je vais me faire des ennemis, mais le geste de déplacer une partie de la vie dans le musée se comprend à une radicalité conceptuelle, mais en fin de compte, si c'est pour avoir un bar dans le musée, autant aller dans le bar, qui existe déjà.
Donc là, je simplifie beaucoup le propos de l'esthétique rationnelle, mais disons que cette question purement ancrée sur le système de l'art m'ennuie. Donc voilà, j'ai plutôt un peu mis de côté l'esthétique relationnelle. Et pourtant, au fil du cheminement, en fait, je fais vraiment de l'esthétique relationnelle à fond. Esthétique relationnelle sensorielle, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est à travers... Voilà, la question de la relation, elle est cruciale aujourd'hui. On est dans un vrai questionnement de refaire société ensemble. Et justement, par l'olfaction, comme on parle à l'intime profond, je reviens sur la question de non hiérarchiser volontairement les choses. On a un dialogue, les langues se délient, on a une diversité de paroles, il n'y a pas de figure d'autorité entre nous, normalement. Alors après, ça ne veut pas dire que quand on commence à discuter, il y a toujours les jeux de pouvoir entre, justement, s'il y a un onologue, il va tout de suite orienter le débat, mais ça, c'est autre chose. Et donc, on reproduit de la relation. Et moi, j'essaye, voilà, l'olfaction, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que ça nous met sur un pied d'égalité. Parce que justement, on est peut-être dans un effet domaine où il n'y a pas une grande culture olfactive. Donc, il n'y a pas tous les schémas de pouvoir qui se sont figés là-dessus. Donc, on peut reconstruire ensemble cette dimension-là. Donc, purement dans l'esthétique relationnelle, oui, mais avec un vrai choc esthétique et sensoriel, si possible. Parlant. Et je veux juste faire une remarque sur chimiste, en fait. C'est la première fois que, du coup, en vous écoutant, en fait, quand on dit chimique, on devrait dire simpliste en réalité. Et si ça nous choque, c'est qu'elles sont très simplistes. Et justement, le parfumeur, il va essayer d'amener cette qualité de composition. Le naturel va avoir, si on s'y plonge, une qualité aussi, une épaisseur. Et ça amène, par exemple, Roland, tu en fais partie aussi, des associations comme l'art du Kodo au Japon, qui m'a beaucoup inspiré. C'est une autre fabrique, on n'a pas parlé de tout, hein, heureusement. Où voilà, il y a une vraie richesse de l'éveil au sens, mais dans cette qualité, pas un sens marketé, mais un expérience. Et le Kodo, en fait, c'est un art zen, esthétique, avec l'ikebana, le thé, et le dernier qui est le Kodo, qui est purement des odeurs, où on va être autour d'une table et sentir un bois unique. C'est du ginkgo. Plus particulièrement la maladie que certains ginkgo peuvent avoir. Il y a une densité aromatique extrêmement forte. Et il y en a 7 origines différentes. Mais si on faisait une analogie visuelle, ça c'est une première odeur, et ça c'est la deuxième odeur. Donc il faut savoir distinguer les infimes variations dans une beauté olfactive. Évidemment, de toutes les séances de Kodo que moi j'ai faites, en tout cas, personne trouve les différences, à part le maître japonais. Mais bon, on peut toujours être suspicieux par rapport à ce que disent les Japonais, entre guillemets. Mais même des grands parfumeurs, ils n'ont jamais réussi. Donc on voit qu'on est même... Et ce qui est important, c'est de se faire transporter par la beauté, en fin de compte, des odeurs. Par contre, on avait une postdoc japonaise qui, elle, réussissait dans les jeux du Kodo. Akiko, elle était très très bonne. Alors, en fait, on l'a vu dans tes fabriques, il y a une mise en forme plastique et un vrai dispositif créé, une infrastructure très, très belle, très construite, qui raconte elle-même déjà toute une histoire, hein, c'est une œuvre en soi. Mais il y a aussi les moments, hein, une temporalité limitée, dans la fabrique des méduses, le moment du shampouinage, le rinçage, et puis la durée de vie éphémère de la méduse gélifiée. D'ailleurs, là, ce soir, tu les avais toutes installées, puis ce sont des enfants, quand tu as eu le dos tourné, qui ont buté dedans. Alors, comment est-ce qu'on appréhende cette fugacité des œuvres ? Et bien justement, on l'appréhende en l'acceptant. Comme on accepte la fragilité de notre corps, nos différences, et justement, ben voilà, c'était un grand drame de voir toutes ces méduses, dès qu'on avait le dos tourné, éclater. Mais en fait, c'est la vie qui a repris le dessus avec les enfants. Et justement, moi, je trouve plus beau de garder cette fragilité et de la laisser s'effacer. Voilà, de la garder. Même si je construis un outil, même si c'est en bois,
qui lui a une pérennité. Mais on est dans cette dualité. Mais en tout cas, le sujet qui va être la méduse et l'odeur, on la laisse glisser, vivre sa vie. Il y a l'odeur, bien sûr. Il y a la participation des gens, bien, évidemment, qui est fugace. Il y a la difficulté aussi à faire participer les gens. Par rapport à l'esthétique relationnelle, d'ailleurs, il y avait il y a un artiste, bien avant le livre de Bourriaud, ça doit être en 1970, Robert Filiou a fait un film érotique. Alors, vous pensez bien, quand on projette un film érotique dans une salle d'art contemporain avec des gens un peu raides, des grands intellectuels, c'est déjà un peu étrange. Et ce film érotique, il consistait en des panneaux écrits noirs avec des écritures blanches qui disaient « Posez votre main gauche sur l'épaule de votre voisin ». Puis au fur et à mesure, et il y avait, tellement, il y avait rien de fou, mais dans ce genre d'ambiance, ça devenait complètement dingue et les gens n'osaient pas. Je crois qu'il y a un moment, il fallait poser sa main sur la cuisse. C'était souffler dans le cou. Ça n'allait quand même pas très loin. Et pourtant, on se rendait compte que quand on passait ce film, eh bien, quasiment personne ne faisait ce que pourtant Robert Filiou, éminent artiste, proposait. Donc il y a aussi cet engagement-là, cette volonté de sortir les gens de leurs ornières, et même avec un public averti. Et en fait, c'est depuis les années 60 qu'on a énormément travaillé sur l'œuvre participative, la performance. Alors, par rapport il y a l'expérience et les enjeux, bien sûr, sur le moment, mais le fait d'inclure l'odeur, comment est-ce que ça peut s'inscrire dans les institutions culturelles, voire même le marché de l'art? C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a aussi une difficulté un peu plus particulière à l'odeur, c'est garder l'odeur. Quand j'ai fait la visite au Centre Pompidou, on devait terminer sur une œuvre de Pénone, qui est une salle remplie de lauriers, de feuilles de laurier. Donc, au départ, la feuille de laurier a énormément d'odeur. Par la suite, il diffuse des essences de laurier. Et on avait demandé à ce que ce jour-là, ils pensent bien à diffuser des odeurs. Et puis, ils ne l'ont pas fait. Et franchement, ça ne sentait rien. C'est-à-dire que l'odeur, ne fonctionnait vraiment plus. Et donc, une grande partie de l'œuvre n'était absolument pas présente, donc on ne pouvait pas comprendre l'œuvre, être dans l'œuvre. Alors, Roland, est-ce que l'empreinte olfactive peut se développer? Alors, ça dépend dans quel sens tu entends empreinte. Oui, alors pardon, la notion de document, en fait. Parce que finalement, on a l'impression que tu veux garder un document sur ces personnes. Il y a l'image de tes t-shirts portés après une journée de travail, mais est-ce qu'on peut garder l'odeur de ces t-shirts? Ça, c'est une question magnifique, parce qu'on peut reproduire une image, on peut reproduire un son, on ne sait pas reproduire une odeur. Dans la parfumerie, il y a évidemment des compositions qui peuvent être très bien définies avec une liste d'ingrédients, leur quantité, le mélange, etc. Ça, disons, c'est comme une partition. Ça peut être jouable essentiellement par les personnes de l'art. Mais une odeur naturelle, comme par exemple dans le cas des mésuses, s'il fallait, je dirais, garder une image olfactive de chacun de nous, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a même des industriels qui se sont lancés là-dedans et qui, à partir des odorants contenus dans un vêtement, voire même en prélevant sur la personne elle-même, arrivent à reconstituer un parfum et les gens repartent avec leur flacon qui contient leur parfum propre ou le parfum de leur enfant ou de leur chien. Enfin, ça dépend de qui ils ont envie. Donc, en fait, on approche de ça, mais c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que quand vous enregistrez un son ou une image, finalement, maintenant, on a un peu trop l'habitude, c'est clic. Hein, ça vient tout seul. Là, il y a toute une démarche. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche d'analyse chimique et une démarche de reconstitution. Donc, le téléphone olfactif, par exemple, il n'est pas prêt de fonctionner.
parce qu'il faudrait 3 jours d'analyse au départ pour envoyer un message éventuellement de la composition du produit, et puis 8 jours de reconstitution, de pesée derrière. Donc ça, c'est pas possible. Alors peut-être qu'un jour, on accélérera les choses, mais pour le moment, c'est pas possible. Ou on fera des approximations. Alors ça sera très mauvais. C'est comme si vous aviez une image floutée. Hein. Donc en fait, pour le moment, on n'en est pas là. Et je pense que c'est le côté tout à fait intéressant de l'art olfactif, ou d'utiliser les odeurs dans l'art olfactif. C'est justement, ça ressemble bien à la vie, c'est évanescent, ça passe, et pourtant, pour l'apprécier, il faut une grande concentration. Boris a parlé du codo. Je garantis que dans le codo, on est attentif, parce que c'est tellement fin, tellement subtil, que effectivement, on peut pas se disperser ou se laisser guider par une odeur dominante. Il n'y en a pas. Hein. Donc, en fait, c'est cette question de conserver les odeurs, je pense qu'il faut l'abandonner. Il vaut mieux conserver notre aptitude à capter le message olfactif, et ça, c'est un travail, mais qui apporte beaucoup de satisfaction, plutôt que d'essayer de tout garder, parce qu'à la fin, si on garde tout, on va vers une civilisation figée et on ne bouge plus. Hein. En fait, en développant cette dimension olfactive dans ton travail, et que d'autres artistes font aussi, on nous propose en tant que public d'utiliser beaucoup plus tout notre potentiel sensible, en fait, d'utiliser nos 9, 20 sens tel que nous le décrit Roland, et en fait c'est certainement ce décalage dont tu parlais dans la proposition artistique. Ça renvoie à la fonction essentielle de l'art, qui est de faire penser, de vivre et de sentir différemment. Et donc je voudrais juste terminer cette proposition avec la phrase de Robert Filiou, encore lui, qui dit: l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.